Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en 3 parties, avec dans un instant le JT des territoires, réalisé avec le réseau via les télévisions locales et la presse quotidienne régionale, puis Territoire d'Info. L'invité politique en direct ce matin, c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui sera sur ce plateau. Enfin, dernière partie de l'émission avec Territoire Sénat et l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est le JT des territoires, on s'y retrouve dans un instant. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est le JT des territoires. Ils et elles sont indispensables et se font de plus en plus rares en milieu rural. Ce sont les aides-soignants qui boudent les campagnes au profit des villes, alors que le besoin se fait ressentir notamment dans les EHPAD, comme ici dans cet établissement du Lot, où ils ne sont que 14 pour s'occuper des 64 résidents. Manque d'attractivité pour le milieu rural ou encore pour ce métier compliqué. Les établissements ont vraiment du mal à recruter. C'est pourquoi la région Occitanie souhaite mettre en place une nouvelle aide dès la rentrée. Stéphanie Bourgeois pour Via Occitanie nous en parle. C'est le même rituel chaque jour pour Akou Assiamois. Aide-soignante à l'EHPAD de la Roseraie dans le Lot, elle prend soin de ses résidents. Un travail gratifiant et frustrant à la fois. Le plus dur de nos quotidiens, c'est ne pas avoir le temps de passer avec les résidents. À leur demande ou même volontairement par nous-mêmes, par manque de personnel, pour être beaucoup plus présent auprès d'eux. Un manque d'effectifs qui se fait ressentir auprès des personnes âgées. Quand quelquefois le matin, le jour où ils donnent la douche, ils sont 2 pour répondre dans ce grand couloir, il faut reconnaître que c'est quand même un peu, pour le personnel, c'est douloureux. Manque d'attractivité pour le milieu rural ou encore pour ce métier, les établissements peinent à recruter. C'est pourquoi la région Occitanie souhaite mettre en place une nouvelle aide. Ça va se matérialiser par, durant les études, une aide qui sera apportée de façon identique par le conseil régional et par l'employeur. Donc une aide de 150 € ou 200 € par mois. Expérimenté dès la rentrée, le futur aide-soignant devra en contrepartie s'engager à exercer chez l'employeur partenaire pour une durée de 2 à 3 ans. Une offre qui n'est pas alléchante pour tout le monde. Déjà, c'est pas assez conséquent en termes de revenus. Et puis parce que je suis incapable de vous dire, je vais rendre autant de temps dans ce milieu, m'y plaire parce que j'ai pas l'habitude. Le côté confort, cocooning, je préférais le milieu rural, mais ça dépend vraiment de ce qu'on me propose, quoi. En Occitanie, il manque plusieurs centaines d'aides-soignants. Après l'expérimentation, ce sera à la région d'en tirer les conséquences, en maintenant ou non cette aide financière. Direction le sud-est, les nageurs sauveteurs sont à pied d'œuvre dans tout le département des Alpes-Maritimes pour sauver des vies et éviter des drames. 45 postes de secours ont été déployés sur tout le littoral azuréen de Cagnes-sur-Mer à Menton. Au total, 10 communes bénéficieront du dispositif de sécurité cet été. C'est mieux qu'Alerte à Malibu, un dispositif que nous décrit Azur TV, notre partenaire sur place. Ils surveillent nos comportements dans l'eau depuis le début de la saison estivale. Les nageurs sauveteurs sont à pied d'œuvre dans tout le département des Alpes-Maritimes. La surveillance des plages est assurée par le SDIS 06. Pour sauver des vies et éviter des drames, 45 postes de secours ont été déployés sur tout le littoral azuréen de Cagnes-sur-Mer à Menton. En tout, 10 communes bénéficieront du dispositif de sécurité cet été. Nous avons 45 postes de secours qui sont armés. Ces 45 postes de secours se déploient de Valoris en passant par Antibes, Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Nice, Beaulieu, Roquebrune, Cap-Martin, Menton et la commune de Belvédère. Ces postes sont armés à la demande des maires en fonction de leur sollicitation du 1er mai jusqu'au 30 septembre environ. Et donc, si vous voulez, on assure une permanence quotidienne qui mobilise 136 nageurs sauveteurs pour un total de personnel qui contribue à cette mission de 500 personnes environ, que nous formons et que nous recrutons spécifiquement, si vous voulez, pour cette activité.
Sur la plage, les nageurs sauveteurs ont plusieurs missions. Soins aux victimes et des actions de prévention, de surveillance et de sauvetage. À la nage ou en planche, l'intervention est très rapide. Il y a chaque jour, sur tout le littoral azuréen, plus de 130 sauveteurs qui vont assurer la sécurité des baignades, qui vont assurer la sécurité des plaisanciers. Il peut y avoir dans le département des Alpes-Maritimes, autour du 15 août, jusqu'à 2 millions de personnes, avec presque 1 million sur le littoral. Donc il faut naturellement adapter ce dispositif à une forte présence touristique. En 2018, sur 62 cas de noyade, le dispositif du SDIS avait permis de sauver ces 62 personnes, dont 7 avaient été réanimées sur place. Cette année, depuis le début de la saison, 6 plaisanciers sont morts dans des zones non surveillées par le SDIS. 9 l'ont été l'an dernier. Soyez prudents. Direction les Antilles maintenant, où tsunamis, tempêtes sont possibles. Et pour mieux faire face aux risques majeurs, la commune du Robert s'est équipée d'une sirène d'alerte. Coût du projet 27 000 €. Le dispositif vient rassurer la population, en particulier celle exposée à la côte littorale. Reportage de Sandrine Claude pour Via à TV Martinique, notre partenaire sur place. Avec une portée sur 5 km à vol d'oiseau, c'est ce son qui alertera désormais la population robertine de danger imminent. Des tests ont été réalisés cette semaine pour s'assurer de son bon fonctionnement et ce retentissement inhabituel n'est pas passé inaperçu. S'il n'y a pas ça, comment les gens vont savoir? S'il y a par exemple un tsunami, un truc comme ça, il faut bien une sirène pour avertir la population. Ils ne vont pas venir de porte à porte chez les gens pour leur dire qu'il y a un danger. Car ce n'est effectivement pas la première fois que la commune est dotée de ce système. Chaque fois qu'il était midi, ça sonnait. On s'apprêtait à savoir où c'était, comment il faut faire. Les gens reboussaient chemin et tout et tout. Et un mauvais temps, à ce moment-là, les gens prenaient les conditions, enfin, prenaient, comment je vais dire, les mesures, voilà, les mesures pour savoir s'il fallait barricader, s'il fallait faire des réserves et ainsi de suite. Mais pour d'autres, la sirène ne se suffit pas à elle seule en matière de culture du risque. Faire des formations, inciter les gens à se former, à se préparer au cas où, c'est ça. Ce serait plus ça, inciter les gens à se préparer. Cyclone, tsunami, c'est le chef de l'édilité qui aura en charge l'activation de la sirène. Et ce, via un simple SMS envoyé vers un boîtier électronique. Quand il l'aura reçu, 7 secondes après, il déclenche la sirène pour alerter la population. Nous avons dans notre plan de sauvegarde communal des dispositions qui sont prises pour pouvoir permettre à la population de se mettre en sécurité. Nous avons des véhicules sonos, nous avons aussi des zones de refuge sur le Robert qui sont au nombre de 52. Donc la population est plus ou moins informée de l'existence de ces points. Maintenant, il manque une signalétique qui est en train de se mettre en place. Nous essayons tant bien que mal de leur donner l'habitude de se réfugier sur les points hauts afin de se mettre en sécurité en cas de tsunami. Coût total de l'installation, 27 000 €. La sirène d'alerte sera officiellement mise en service dans la commune dès midi. Il y a quelques jours, le département de la Moselle accueillait 260 élèves américains de la promotion Summer de l'école Georgia Tech, Lorraine. Une école unique en Europe et dont les élèves américains peuvent chaque année découvrir le territoire mosellan grâce au département qui considère la présence de cette école comme une véritable fierté, vous allez le voir. Un reportage de Timothée Girard de Via Mirabel sur place. Ils en ont fait du chemin avant de poser pour la photo devant l'hôtel du département de la Moselle. Ces 260 élèves américains inscrits à l'école Georgia Tech Lorraine se sont réunis jeudi 4 juillet dernier à l'invitation du président du conseil départemental. Georgia Tech, une école exceptionnelle et unique en Europe. Donc la particularité de ce campus, c'est qu'il couvre exactement les mêmes activités que nous trouvons à Atlanta, à savoir la formation, la recherche et l'innovation. Donc ils sont tous intégrés. Donc c'est vraiment un modèle unique. Une école exceptionnelle qui reçoit chaque année plusieurs centaines d'élèves américains et qui, pour le président du département, est une véritable fierté. On est fiers déjà parce qu'on a des grandes écoles qui comptent dans le paysage mondial. Je crois qu'on peut le dire avec beaucoup de fierté et on peut le dire que grâce à ces écoles-là, nous avons des milliers d'Américains qui viennent découvrir nos grandes écoles, qui viennent découvrir nos entreprises, qui viennent découvrir la spécificité du département de la Moselle.
Et étudier à Metz, loin de chez eux, une épreuve qui ne semble pas poser beaucoup de problèmes à ces futurs ingénieurs américains. J'ai étudié le français pendant quelques années au lycée et finalement pouvoir en utiliser quelques rudiments, même si on ne peut pas dire que je le parle couramment, c'est très intéressant de voir la culture que j'ai étudiée en classe et de pouvoir maintenant y participer. J'adore étudier ici, c'est une belle opportunité d'être en France et dans cette école. La suite de la journée s'est ensuite articulée entre dégustation de produits du terroir, label MOSL, et visite du territoire avec la découverte des sites Moselle Passion. Chaque année, ce sont près de 700 étudiants américains qui, le temps de leur cursus scolaire, posent leur valise à Metz. Savez-vous ce que deviennent les poules d'élevage après 18 mois? Direction l'abattoir. C'était sans compter sur l'initiative d'un Nantais qui vole au secours des bêtes à plumes grâce à l'association Poules pour tous qu'il a créée en 2017. Regardez ce reportage de Télé Nantes, une chaîne dirigée par Dominique Luneau. Pierre fait connaissance avec ses poules, un brun timoré. Elles viennent tout juste d'investir leur nouvelle maison de Basse-Goulaine après un parcours hors du commun. Rembobinons. C'est ici, à la Chapelle-sur-Erdre, que la famille les a achetées pour 7 € chacune. Thomas n'est pas éleveur, mais plutôt le sauveur de ces dames. Le principe de Poules pour tous, c'est d'offrir une deuxième vie ou une retraite, comme vous voulez, aux poules qui ont passé 1 an dans les élevages, bio ou plein air. Et en fait, nous, on les rachète aux éleveurs et on les replace dans les familles qui veulent les adopter et qui veulent avoir encore des œufs pendant 3-4 ans. Il reste un stock de 1000 œufs, voire un peu plus, dans le ventre, qui va être récupéré par le particulier. Depuis 1 an et demi, grâce à l'association, 18 500 poules se sont vues offrir une seconde vie. Les familles adoptives n'y voient que des avantages. C'est intéressant, ouais. Je trouve que c'est agréable. On se dit qu'elles ont encore un peu de temps pour les œufs. C'est dommage de les plus tuer maintenant. C'est en réduction des déchets. C'est des animaux qui sont sympathiques. Et avec des enfants qui veulent des oiseaux, moins les poules, ça a un intérêt. Poules pour tous possède déjà des dépôts dans toute la France et espère en compter 1000 d'ici 5 ans pour pouvoir sauver un maximum d'élevages. Voilà, formidable. Dans un instant, c'est le Club de la Presse, Jean-Baptiste Fauré, Gaëtan Bossard. Mais tout de suite, c'est les unes de la presse quotidienne régionale avec une revue de l'actualité ce matin. À tout de suite. Bonjour Saveria, on démarre avec la une des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA comme on les appelle, avec des médicaments au compte-gouttes ce matin. La pénurie de médicaments devient un vrai problème de santé publique. Un Français sur 4 n'a pas pu disposer de son traitement pour des raisons de rupture de stock, un phénomène en progression continue en 10 ans. Ce sont près de 20 fois plus de pénuries signalées selon les données de l'Agence nationale de sécurité du médicament, un phénomène qui s'accélère particulièrement ces dernières années. Le gouvernement dévoile donc ses pistes pour lutter contre cette pénurie. Agnès Buzyn prône une meilleure information et davantage de coordination, mais la ministre écarte toute sanction. Orage, 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 c'est à la une de la République des Pyrénées, un des journaux du groupe Sud-Ouest, jusqu'à 600 foyers qui ont été privés d'électricité notamment. Voilà, 600 foyers privés momentanément d'électricité lundi soir dans le Béarn en raison des violents orages. La commune d'Assat est la plus touchée par ces coupures. L'est de Pau a aussi été impacté. À Bordes, vers 17h30, plusieurs dizaines d'arbres sont tombés sur la route, coupant la circulation. Et puis les grêlons sont tombés en masse, des grêlons énormes qui tiennent au sol comme une épaisse couche de neige en plein mois de juillet. Voilà la lune du bien public vendangeur, la perle rare, il manque. La Côte d'Or manque de main-d'œuvre, des centaines de postes sont à pourvoir et Pôle emploi a même lancé une grande campagne de recrutement pour les vendanges. Généralement, ces contrats courts durent 1 à 3 semaines. C'est souvent l'occasion pour les étudiants, les retraités ou encore les personnes en recherche d'emploi d'arrondir leur fin de mois avec un emploi saisonnier. Pardon Saveria, c'était la une de La Voix du Nord qu'on devait faire. C'est nos forêts qui ne sont pas des décharges. Absolument, face aux décharges sauvages qui s'accumulent dans les massifs forestiers, l'ONF a dissimulé des caméras dans les forêts. Objectif, identifier les contrevenants, les sanctionner, car les dépôts sauvages, notamment ceux du BTP, deviennent une plaie pour les agents de l'Office national des forêts. Donc des caméras thermiques surveillent donc certains endroits clés dans ces forêts. Des déchets qui proviennent souvent des chantiers alentours, car si les particuliers peuvent utiliser gratuitement les déchetteries, les professionnels
professionnels, eux, eh bien, ils doivent payer entre 5 et 20 € le mètre cube en fonction de la nature du déchet. Eh bien, il devient le petit chouchou des Français. Il est à la une de Ouest France. C'est le maillot jaune français. Voilà, Julien Alaphilippe, qui s'est offert hier un numéro en solitaire sur les routes de Champagne, prend le maillot jaune à Épernay. C'est là où tout le monde l'attendait. C'est une première française depuis 99 étapes. Et le cours intermède, une journée de Tony Galopin en 2014. L'an dernier, Alaphilippe avait attendu la montagne pour triompher au Grand Bornand, puis à Luchon, et ramener à Paris le maillot de meilleur grimpeur. Il a 27 ans. Ce coureur complète ainsi un début de saison qui est particulièrement victorieux et qui l'a propulsé numéro 1 mondial. Vous savez comment on l'appelle? Non. Sacré mollet. Merci beaucoup, Saveria, tout à l'heure. Troisième partie d'émission. Avec vous, l'actualité parlementaire. Tout de suite, c'est le Club de la Presse. Jean-Baptiste Forêt et Gaëtan Bossard sont avec nous. Gaëtan Bossard, Le Parisien, édition des Hauts-de-Seine. Un sujet, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait tant. Jusqu'à 1000 Vélib volés ou privatisés chaque semaine à Paris, en Ile-de-France. On va en parler dans un instant. Et puis avec vous, Jean-Baptiste Forêt, on va s'attacher, avec ce papier dans la Gazette des Communes, à parler de ces agents fantômes. Vous allez nous raconter ce que c'est, je laisse le spectateur sur sa faim pour l'instant. Voilà, ce sont des... Enfin, on en parle tout à l'heure. Gaëtan Bossard, vous, 1000 Vélib volés ou privatisés chaque semaine, comment se fait-il que ce nombre soit si important? Surtout que j'ai lu que la plupart, c'était du vandalisme pur. Oui, c'est assez énorme. C'est assez énorme et c'est un phénomène manifestement assez particulièrement parisien, puisque donc l'entreprise qui a la délégation de service public pour les vélos en libre service, Smooth & Go, est déployée dans plein de villes dans le monde, en France, à Clermont, à Montpellier, et dans le monde, à Helsinki, à Moscou. On a la palme de l'incivilité, oui, c'est ça? C'est à Paris que le vandalisme est la question la plus cruciale, on va dire. Là où on a le plus de vélos dégradés, l'entreprise a été un peu prise de court, puisqu'elle avait l'expérience du déploiement sur d'autres villes, et en arrivant à Paris, elle a peut-être pas programmé qu'il y en aurait autant. Alors, il y en a en effet jusqu'à 1000 qui sont volés ou privatisés par jour. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est des gens qui s'accaparent les vélos, qui trouvent plus pratique de les garder chez eux et de ne pas avoir à les remettre sur les bornes. On les retrouve. Il y a des maraudes qui sont organisées pour les retrouver, mais il y en a quand même... on ne peut pas les identifier avec des puces? C'est pas encore prévu, ça? Non, c'est pas. Alors, c'est pas comme les trottinettes qui sont géolocalisables, etc. Là, on n'est pas avec ce système. Mais il y en a quand même 100 à 300 qui disparaissent purement et simplement, quotidiennement, de la circulation. 400 employés travaillent jour et nuit pour réparer 850 vélos par jour. Alors, ils sont à 700 aujourd'hui. L'objectif, la vitesse de croisière max, c'est 800. On est allé dans l'un des ateliers. Il y en a deux, un à Alfortville dans le Val-de-Marne et un à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Vous voyez la photo, c'est assez parlant quand on arrive dans ce hangar. C'est un cimetière. C'est un cimetière de vélos. Donc il y a 1 à 3 heures de réparation par vélo, ce qui est quand même considérable. Et il y a une majorité de vélos, voilà. Il est clair que c'est du vandalisme. On a des pannes classiques. On encourt quoi en endommageant un vélo comme ça il n'y a pas vraiment. Alors, il n'y a pas de. Voilà. En fait, c'est du vandalisme gratuit. Il y en a qui sont retrouvés dans la Seine, il y en a qui sont repeints, il y en a qui sont brûlés, il y a un peu de tout. Ce que les gens n'ont peut-être pas en tête, c'est que Vélib, c'est un service public et que c'est la collectivité qui paye. Donc, c'est comme si on cassait les vitres d'un bus ou un abribus. Ça paraît tout de suite plus choquant et plus marquant, mais le Vélib, c'est pareil, c'est pas un objet privé. Ce qui paraît fou, c'est qu'on soit les champions du monde. C'est-à-dire qu'elle est expérimentée, cette expérience des Vélib un peu partout, dans les grandes villes en tout cas, et que les Français se distinguent par ce taux de vandalisme incroyable. Oui, apparemment, les biens partagés ce ne sont pas les siens. Donc, à quoi vous attribuez ça? Jean-Baptiste Forêt, la Gazette des Communes. D'où ça vient? Je ne peux pas vous dire. Je pense qu'il y a un certain nombre d'ados, j'en ai déjà croisé en région parisienne, qui s'amusent avec ça, qui foutent le bordel, comme dirait Emmanuel Macron. Après, ce qui est frappant, c'est l'ampleur du phénomène, parce que des ados turbulents, on en trouve partout dans le monde. Donc. Alors, du temps de Decaux, à l'époque c'était Decaux qui gérait ça, ils étaient confrontés de la même façon à ce problème de vandalisme. Ils avaient mis en place, avec les
gamins dont vous parlez, de tu casses, tu répares. Un système où les plus jeunes étaient incités à venir dans les ateliers et participer à la réparation. Mais ça a concerné un nombre tout petit de personnes et c'était pas significatif. Est-ce que ça pourra être rentable, l'exploitation du Vélib dans les villes, dans les grandes villes comme ça? Alors, on a vu avec Decaux que ça avait été compliqué puisque le contrat avec la ville de Paris pendant 10 ans a été renégocié à plusieurs reprises et qu'il était plus intéressant pour la ville au final. Ici, Smooth & Go, donc il l'a repris pour 18 mois, enfin depuis 18 mois et pour 15 ans pour 500 millions d'euros. Ça peut être rentable, mais le vandalisme, par exemple, ça fait partie des facteurs qui peuvent vraiment peser dans la balance et qui peuvent vraiment poser problème. Qu'est-ce qui peut être rentable? On a vu que Autolib, ça avait été aussi un problème, un échec. Donc, au fond, le partage de biens communs comme ça, c'est très compliqué de trouver un modèle économique par rapport à ça, pour les opérateurs. C'est compliqué, on a vu, tout le monde s'est lancé dedans et puis il y en a qui survivent et d'autres pas. Faut avoir les reins solides là, ici, sur ce Vélib deuxième version. À Smooth & Go, c'est donc un consortium avec des actionnaires qui ont les reins solides, c'est ce que fait valoir l'entreprise. Vous avez une filiale du groupe Muliez, vous avez les parkings Indigo. Donc, a priori, on a derrière des gens qui peuvent assumer... des soucis comme celui du vandalisme, par exemple, qui coûte cher, même si l'entreprise ne communique pas ses chiffres, mais qui coûte cher, puisque ça nécessite d'embaucher du monde pour réparer. Et puis aussi, évidemment, ça engendre des mécontentements, des gens qui ne trouvent pas le nombre de vélos suffisant disponibles ou endommagés, et ça, ce n'est pas une bonne qualité de service. Ça coûte combien un vélo? Ça, on connaît la moyenne de ce que coûte un vélo? Non, je ne sais pas combien coûte un vélo. Jean-Baptiste Forêt, merci Gaëtan, on en reparle tout à l'heure. Avec vous, bien sûr, Jean-Baptiste Forêt, on va parler de ces agents fantômes du centre de gestion du Var. C'est la Chambre régionale des comptes de PACA qui épingle dans un rapport une trentaine d'agents qui sont payés depuis 30 ans par ce centre de gestion. Vous entendez bien, depuis 30 ans. Et en fait, ils n'occupent pas d'emploi, quoi. C'est tout bonnement surréaliste comme histoire. C'est une affaire quand même assez rocambolesque sur laquelle nous revenons avec ma collègue Caroline Garcia. C'est une affaire qui commence au croisement des années 80 et 1990. On a des agents qui se retrouvent sur le carreau. C'est-à-dire qu'on a deux villes du Var, deux grandes villes pour le Var, Toulon et la Seine-sur-Mer, qui décident l'une de déléguer l'eau, l'autre le service des ordures ménagères. Du coup, ces agents n'ont plus d'activité. Ils sont versés à ce qu'on appelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale. Et pendant près de 30 ans, ils vont être payés à rien faire, entre 1 400 et 2 270 euros par mois. Au total, ça a coûté 1 million d'euros aux contribuables. C'est un système qui est parfaitement légal, mais qui, dans ce cas-là, est quand même totalement... Il n'y a pas de plainte pénale possible, il n'y a pas de poursuites qui peuvent être engagées, par exemple, à la demande de la Cour régionale des comptes? Pas possible, ça? Alors, en l'espèce, il y a quand même eu deux failles dans le système. C'est-à-dire qu'on a une première faille que pointe la Chambre régionale des comptes qui ne relève pas forcément de poursuites. C'est-à-dire qu'on a des agents c'est quand même assez fort de café, qui ont le culot de demander un avancement de grade au motif que leurs anciens collègues bénéficiaient d'un tel système. Et de fait, il y a eu des avancements de grade parmi cette trentaine d'agents. Et puis on a aussi le cas d'un ancien joueur de rugby, j'ai vu, rugby, formidable ça. Du RC Toulon. La somme est costaud, 130 000 euros. Oui, alors lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris la gestion d'un restaurant. Alors là, pour le coup, il n'était plus du tout dans les clous de la fonction publique territoriale, parce que évidemment, c'est interdit. On ne peut pas avoir deux emplois, théoriquement à plein temps de ce type-là. Donc ça a coûté 130 000 euros aux contribuables. Bon, depuis, on a quand même une législation qui a quand même été renforcée. C'est-à-dire que pendant un an, les agents sont prioritaires sur les postes créés au sein de leur collectivité.
Il faut quand même bien savoir que le système est très différent dans les collectivités que du côté de l'État. C'est-à-dire que les fonctionnaires ne sont pas affectés à un poste. Quand ils perdent leur poste, il faut qu'ils le trouvent eux-mêmes. Mais tout de même, la collectivité est obligée de leur accorder la priorité. On a aussi un système selon lequel tous les 6 mois, ils doivent justifier de la recherche d'un emploi. Et puis s'ils refusent un emploi 3 fois, c'est un peu comme du côté de Pôle emploi, ils sont congédiés. Donc c'est quand même un phénomène ultra marginal. Hein. On en a 442 aujourd'hui en France sur 1 800 000 fonctionnaires territoriaux. Donc ça représente 0,0002% des agents publics territoriaux. On va leur demander de rembourser ou pas? Comment ça se passe? Ah ben non, je veux dire à partir du moment, enfin, sauf dans le cas de ce joueur de rugby, mais à partir du moment où, notamment le centre de gestion ne leur a pas proposé ce qui semble le cas, enfin, ça mériterait une enquête approfondie, à partir du moment où on leur a pas proposé d'emploi, et à partir du moment où eux en ont cherché un, ils restent dans les clous, hein. On a vu par exemple aussi un gilet jaune là, assez célèbre qui s'appelle Jean-François Barnaba. Lui, il est payé depuis 2600 € par le conseil départemental de l'Indre depuis 10 ans. Vous vous rappelez ce gilet jaune? Oui, c'est celui-là, oui, tout à fait. C'est ce gilet jaune de l'Inde qui était sur la liste de Florian Philippot aux élections européennes. Il avait du temps pour faire campagne. Ça peut arriver ça ailleurs, Gaëtane Bossard, dans ce que vous connaissez, vous, des départements que vous couvrez pour le Parisien? Dans ce que je connais, absolument pas. Après, si c'est un 0,001, il y en a peut-être un caché quelque part, mais enfin, c'est assez hallucinant, non? Ce qu'on appelle les fonctionnaires momentanément privés d'emploi dans le jargon administratif. Le momentané est resté quand même assez définitif. Ça jette un peu l'opprobre aussi sur les syndicats, non, qui doivent défendre des situations indéfendables. On a bien vu là dans ce papier d'ailleurs, c'est le cas de la CGT. Alors la CGT rappelle que c'est quand même quelque chose d'extrêmement marginal. La CGT voit une campagne de dénigrement derrière la mise en lumière de cette trentaine d'agents. Il semble qu'il y ait quand même une sorte de microclimat, là, si je puis me permettre, dans le Gard, parce qu'une trentaine d'agents sur 442, donc c'est quand même près de 10%. Voilà, un microclimat. Il y a 103 départements en France, donc apparemment il y a quand même eu des bugs à un certain moment dans ces structures dans le Var. Voilà, c'est dans la Gazette des Communes. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cet article sur la Gazette des Communes.com, les agents fantômes du centre de gestion du Var. Merci Jean-Baptiste Forêt. Vous restez avec nous d'ailleurs. Et puis dans la Gazette, je signale Grande Interco, culture, comment mieux irriguer les territoires. C'est votre une. Ce mois-ci, la voici. Gaëtane Bossard, jusqu'à 1000 vélos, les Vélib volés ou privatisés, comme on dit, entre guillemets privatisés, c'était piqué par les gens, chaque semaine à Paris. C'est énorme et c'est dans vos pages transport dans Le Parisien. Aujourd'hui, vous dirigez, vous, les pages Hauts-de-Seine de ce grand quotidien régional d'ailleurs, ne l'oublions pas. Merci Gaëtane Bossard. Merci. On va regarder la météo des territoires ensemble. C'est bleu un peu partout en France, il fait même bon partout, avec des orages tout de même. On regarde ça ensemble, on se retrouve après, à tout de suite. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires.
Voilà, notre invité politique Olivier Faure est un peu en retard, on ne sait pas pourquoi, donc on va intervertir les choses, on va passer dans un instant à Territoire Sénat et on retrouvera notre invité politique quand il sera arrivé en direct tout à l'heure, mais pour l'instant on va se préoccuper de ce qui se passe dans le reste du monde, on se rend surtout aux États-Unis où Donald Trump tacle Theresa May, responsable selon lui de la mauvaise gestion du Brexit, vous allez le voir, et puis les footballeuses américaines, gagnantes du mondial féminin, vous le savez, qui n'iront pas à la Maison Blanche, quoi qu'il arrive. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale,